Bien, écoutez, en ce qui me concerne, moi, je voudrais mettre l'accent sur deux aspects qui me semblent particulièrement importants. Un aspect qui relie la classe à la vie scolaire. Nous faisons encore le constat aujourd'hui que les personnels ne travaillent pas forcément ensemble. Ils travaillent bien sûr pour l'élève, mais finalement chacun dans son coin, chacun de son côté, sans pour autant se rencontrer. Et nous avons en effet une forme de mur entre ce qu'on appelle encore la vie scolaire, les personnels d'éducation et puis la vie de la classe. Bien, il y a des gens qui sont vraiment prêts à travailler ensemble, encore faut-il que chacun puisse savoir ce que l'autre peut apporter au premier. Ce sont les conseils de classe aussi, où aujourd'hui les conseils de classe sont des conseils qui viennent entériner un ensemble de notes qui sont mises pour chacun des élèves, mais finalement, est-ce véritablement un conseil où on interroge le fonctionnement de la classe et les différents dispositifs qui pourraient être mis dans le fonctionnement du groupe, prenant en compte les différentes parties du groupe. Et puis si je vais sur d'autres instances qui ne fonctionnent pas bien, c'est le conseil de vie lycéenne par exemple, hein, où le décret, la réglementation donne quelque part la parole aux élèves pour qu'ils expriment leur ressenti sur différents dispositifs, et notamment sur les dispositifs de soutien, sur les dispositifs d'orientation. Et aujourd'hui, eh bien, il y a à reconquérir les compétences de ces conseils, puisque ces conseils ne vivent plus comme finalement, à un moment donné, le législateur ou l'administration a décidé qu'ils vivent. Nous avons besoin, et c'est une question de formation, de mettre en place très tôt dans le fonctionnement des enseignements et à disposition des enseignants de ce fait, des outils de repérage des signes de décrochage. Alors, il s'agit certainement pas de dramatiser, comme il ne s'agit pas non plus de banaliser, mais il s'agit de mettre à disposition, de faire prendre conscience de ce que constitue le décrochage scolaire dans un processus d'apprentissage et de pouvoir apporter des outils qui permettent de mesurer l'éloignement que l'élève peut avoir par rapport aux apprentissages, par rapport à l'établissement, par rapport au fonctionnement de l'établissement. Un exemple, c'est le LICAM, cet outil mis à disposition des équipes de lycée. Le lycée, ça m'intéresse. LICAM, c'est la contraction de le lycée, ça m'intéresse. Un ensemble de questions qui sont posées aux élèves sur leur pas forcément sur les enseignements, mais sur leur vie au lycée, sur leurs aspirations, sur leurs attentes, sur les freins à venir, sur leurs émotions aussi. Eh bien, tout cela mis à disposition des enseignants, évalué par les enseignants avec l'aide évidemment d'un professionnel, et les conseillers d'orientation psychologue là-dessus sont ces professionnels qui peuvent aider à analyser des outils comme cela. Eh bien, ça devrait permettre de changer considérablement et le regard que les enseignants portent sur les jeunes, mais aussi le regard que les jeunes portent sur le système éducatif. Claude Buissonnet va parler de ce qui relie la classe à la vie scolaire. Il a parlé d'un mur. Alors, moi, je voudrais revenir sur ce mur que je crois plus important encore qu'il n'y paraît. Il y a effectivement le mur qui sépare les enseignants et la vie scolaire, chacun étant de bonne volonté, chacun travaillant pour que l'élève se sente bien, mais finalement ne se rencontrant pas forcément au moment où on va avoir besoin d'être à plusieurs autour de cet élève. Du coup, le mur, c'est aussi celui qui existe entre les enseignants et les enseignants. Je donne un exemple. Je peux être le professeur principal de cet élève, et cet élève avec moi, il est présent, et son attitude ne m'alerte pas. Donc, si je n'ai pas le souci de savoir ce qui se passe dans les autres classes, je ne peux ne pas savoir, surtout lorsque je vais
finalement supposer que cet élève est en conflit avec un de mes collègues. Si c'est en conflit disciplinaire, ça peut se traiter. Mais si par exemple mon collègue, on a le sentiment qu'il a un peu chahuté, voilà une question taboue, dont on ne parlera jamais. Et en même temps, à ce moment-là, on risque d'avoir un professeur en difficulté avec un élève et un élève qui, lui, est totalement perdu dans cette matière-là. Il y a un autre mur, et je trouve qu'il est encore plus difficile à identifier. Les enseignants voient l'élève comme un pur élève. Or, le lieu scolaire est un lieu de vie. J'ai été très marquée dans une de mes visites dans l'académie de Créteil, dans un lycée professionnel très très difficile, où les professeurs se plaignaient, ils avaient raison, de ce que les élèves n'étaient pas en cours. Il s'agissait de faire le contrôle, le CCF, le contrôle en cours de formation. S'ils ne sont pas là, c'est compliqué. Et à ma grande surprise, j'ai découvert que les élèves étaient présents dans l'établissement, c'est-à-dire ils y venaient. En fait, ils avaient plaisir à être là, mais ils ne voulaient pas aller en cours. Sur cet aspect-là, c'est-à-dire que ce lieu est leur lieu de vie, et nous n'arrivons pas à le voir comme ça. Pour nous, un élève qui est là, il doit être dans nos cours. Que se passe-t-il dans les couloirs? Alors, quand nous avons, Claude et moi, mené avec notre troisième collègue Philippe Lermet, les groupes de travail qui ont réfléchi à ce qu'on pouvait faire de concret. J'animais le groupe de travail sur les leviers pédagogiques, et au nombre de ces leviers pédagogiques, on a dit, et en particulier très tôt pour l'entrée au collège, développer le sentiment d'appartenir à un lieu, mais que on sache où l'on est tous. Et on va dire, alors là on va parler des élèves mais des autres aussi, on sache qu'on est dans tel collège, qu'on est fier d'y être, qu'il s'y passe des choses. Alors ça peut passer bien sûr par des manifestations, telles manifestations sportives, enfin, etc. Ça passe par les journées, si possible un peu plus que les journées d'accueil. Mais ça peut aussi passer par, on l'a vu, le fait d'avoir un t-shirt, le fait de se faire connaître dans la ville parce qu'on est de tel collège. Enfin, et en particulier, là, je vais revenir au mur qu'il peut y avoir entre élèves et professeurs. Nous avons travaillé sur un concept qu'on a nommé la communauté éducative. La communauté éducative, dans nos réflexions, c'est tous les adultes qui sont présents sur un lieu dans lequel des élèves sont. Alors il y a bien sûr les professeurs, quand on est professeur, on pense à eux en premier. Il y a la vie scolaire, il y a l'équipe de direction, mais il y a des personnels du côté du médical, du côté du social, il y a des parents d'élèves. Il y a des parents d'élèves et ils sont absolument essentiels pour participer à cette communauté, et pas simplement le parent de cet élève qui peut-être est en phase de décrochage. Qu'on arrive à développer en France, ce qui existe dans d'autres pays mais qui n'existe pas chez nous, ce sentiment d'appartenir à un lieu qui est un lieu de vie. Alors bien sûr, ça suppose qu'on réfléchisse un petit peu à ce lieu de vie. Il y a eu beaucoup de progrès réalisés, par exemple, dans les cantines scolaires, mais dans combien de lieux, quand on est inspecteur, on se rend compte que les jours où il pleut, il n'y a pas forcément de lieu pour que les élèves puissent être quelque part à l'abri quand ils ne sont pas en classe. Il faut prendre conscience des murs qui existent. Il faut prendre conscience que l'élève n'est pas simplement un élève apprenant, mais que c'est un adolescent, encore quelquefois un grand enfant quand il arrive, qu'il est avec ses pairs. On a beaucoup travaillé sur le sentiment d'appartenance au groupe des pairs. Lorsqu'il y a décrochage, il y a une vraie souffrance de cet élève qui va se trouver en décalage, puis en rupture par rapport à son groupe de référence. Son groupe de référence, c'est pas la classe, c'est pas le professeur. On compte pas forcément beaucoup dans leur raison au départ à eux d'être là. Ce qui compte, c'est le groupe de leurs copains, tout simplement. Et je souhaite qu'on interroge en France, par exemple, une habitude qu'on a tous, qui nous paraît donc naturelle. On a été nous-mêmes éduqués comme ça. Question, pourquoi rend-on les notes comme on les rend en classe, en France? C'est-à-dire de façon publique. Après tout, il y a d'autres pays qui ne le font pas.
Et un élève qui est en difficulté, qui a raté un devoir, je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler avec lui et de le laisser libre quand il va sortir de cet entretien avec moi, mais de raconter ce qu'il veut à ses camarades. Il peut très bien dire même pas peur, il peut très bien dire tout a été très bien, il peut très bien dire de toute façon cette pauvre dame elle comprend rien à ce que je suis, peu importe. Il a le droit d'être un adolescent avec les autres et il a le droit et le devoir d'être un élève avec moi. Alors pour en revenir à ces instances dont parle Claude Bissonneuve qui ne portent plus les valeurs, oui, il y a le conseil de classe dont on sait qu'il est souvent un lieu dans lequel on aimerait pouvoir faire des enregistrements. Hein. Je crois que si on se met tous autour d'une table, on va tous raconter qu'à un moment de notre parcours, un professeur a dit il n'arrivera jamais, elle n'arrivera jamais, il ne fera jamais tel type d'études, enfin, etc. Enfin, autant de jugements terribles, définitifs, portés comme ça, là, d'un seul coup, sur un élève, sur, sur 3 mois de sa vie. Ce conseil de classe peut être tout à fait autre chose que cette espèce de tribunal, par exemple, dans lequel les élèves délégués disent on vient défendre nos camarades, ce qui prouve bien qu'ils sont en situation d'être accusés. Puis les parents d'élèves disant on vient défendre la classe. Il y a les conseils, alors qu'on ne connaît pas forcément bien dans l'enseignement public, mais qui existe dans l'enseignement privé. C'est iconoclaste de parler de l'enseignement privé. Mais il y a des conseils de niveau, il y a des conseils de discipline à un niveau. Enfin, on n'est pas le seul responsable du parcours d'un élève. Et quand un élève, quand Claude disait on a des idées qui ne coûtent rien et qui peuvent rapporter gros, quand un élève a besoin de prendre l'air par rapport à moi, alors moi je suis le professeur de maths, je suis le professeur de français, je suis le professeur d'anglais, à ce moment-là, de sa relation pédagogique avec moi. Eh bien, je peux forcément lui faire la guerre tous les jours, lui demander s'il a fait ses devoirs, je sais qu'il ne les a pas fait, lui mettre 0, transformer le 0 en colle, etc. C'est moi-même à ce moment-là qui vais enclencher le processus de rejet. Et pourquoi ne pas penser à ce qui se fait dans l'école primaire? Si après tout, cet élève n'est pas bien en ce moment avec moi, ou que je ne suis pas bien en ce moment avec lui, il n'y a pas, si je suis professeur de français, un autre professeur de français qui peut le prendre à ce moment-là? Et s'il ne fait pas de français pendant 15 jours ou 3 semaines, est-ce que sa vie va vraiment être pour autant condamnée à l'échec? Je pense qu'il faut qu'on ait conscience que la pire des choses, c'est que l'élève nous quitte, avec ses pieds ou dans sa tête, et que tout est bon pour que l'élève reste. Dans nos leviers pédagogiques, nous avons développé l'idée, qui est compliquée à mettre en place, parce que quand on le dit rapidement, elle devient très caricaturale. Alors on est resté sur une expression assez floue, créer des sas de respiration. Il y a des élèves qui ont besoin de souffler. Tout le monde sait ce qu'est un adolescent qui grandit, toutes les perturbations qu'il connaît. Enfin, il y a des élèves qui sont face à des urgences qui sont tellement importantes, vraiment, ou tellement importantes pour eux, symboliquement, que franchement, la note qu'on va avoir à une interrogation écrite, c'est pas l'urgence. Ben, puisqu'on le sait, c'est inutile qu'on lui fasse la guerre, qu'on se fasse la guerre. C'est inutile que je m'épuise par rapport à lui. C'est inutile que je perturbe la vie de toute ma classe en règlement de compte dans lequel l'élève est en train de jouer son rôle. S'il est un peu leader dans la classe, il va montrer qu'il tient tête au professeur. C'est un jeu de rôle. Il y a des moyens intelligents de s'en sortir et pourquoi pas de contractualiser à l'interne avec cet élève qu'il a besoin pendant un temps qu'on le laisse souffler. Lorsque j'étais professeur de lettres et ensuite inspectrice de lettres sur le terrain, j'avais du mal à comprendre pourquoi, alors que nous aimons tous lire en étant bien installés dans un fauteuil ou vautrés sur un lit ou en train de faire autre chose, je ne sais pas, pourquoi des lieux de lecture dans les CDI tristes et pourquoi d'ailleurs un certain nombre d'établissements l'ont dit de toute façon les élèves ne peuvent venir ici que s'ils ont du travail. Bien, c'est ne pas vouloir reconnaître que l'élève est exactement fait comme nous, hein, et que nous sommes nous aussi capables d'ailleurs de faire des recherches et de travailler
sans forcément être contraint. Ce que je veux dire à propos des lieux, c'est que quand on est dans l'enseignement primaire, on voit des classes qui sont personnalisées. On va les retrouver quand on est dans les classes préparatoires. Plus on grandit, plus les lieux sont anonymes. Et si je réfléchis à ce que c'est que le décrochage, c'est un élève qui a le sentiment d'être perdu dans un lieu qui n'est pas le sien. Et pour terminer, je rejoins absolument mon collègue, les élèves ont quelque chose à nous dire sur les lieux dans lesquels ils sont, sur la gestion de ces temps en commun. Que l'on dise les questions pédagogiques ne les regardent pas, on peut dire que les questions de didactique ne les regardent pas. Ce n'est effectivement pas aux élèves de savoir quels sont les points du programme que je dois faire avant les autres, mais un élève, oui, a quelque chose à me dire sur la façon dont on va organiser le travail, dont on va faire des groupes, dont, par exemple, le grand échec de l'accompagnement personnalisé, quand les élèves nous disaient, quand on enquêtait, c'est quoi personnaliser, puisqu'on ne nous a pas demandé ce qu'on voulait faire. Donc notre système, globalement, a une réflexion à faire sur des choses qui nous paraissent absolument aller de soi, qui ne vont pas de soi et qui méritent d'être interrogées au local. Et là, la communauté éducative a son sens plein à jouer. Ça n'est pas les enseignants seuls qui peuvent regarder l'établissement tel qu'il est, ça n'est pas la vie scolaire seule, ça n'est pas l'équipe de direction seule, ce n'est pas les élèves seuls, c'est les parents avec nous tous, c'est aussi les personnels qui sont là, les personnels qui les voient à la cantine par exemple, ont des choses à nous dire. Donc la communauté éducative doit se sentir appartenir à un lieu et être consultée comme autant de personnes capables de dire des choses intéressantes sur l'organisation collective de ce lieu.